Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 15 mai 2026 et notre cher ami, l'ambassadeur Chas Freeman, est avec nous. Bienvenue à nouveau, monsieur l'ambassadeur. Très heureux d'être de retour avec toi, Nima. Je voudrais commencer par le sommet de Pékin entre Donald Trump et Xi Jinping. Vous m'aviez envoyé un message avant que le sommet ait lieu, en disant que ce sommet pourrait être totalement insignifiant et qu'il risquait de très mal tourner. Vous ajoutiez qu'il y avait peu de chances qu'il en sorte quelque chose de vraiment positif. Quelle est votre évaluation aujourd'hui et comment l'avez-vous trouvé? Eh bien, je pense que j'avais raison. Je crois que les deux camps ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire pas grand-chose. Cette rencontre a simplement confirmé l'état de la relation. Elle n'a abouti à aucune avancée, et d'ailleurs, elle n'en avait même pas l'intention. En réalité, les deux parties ont déclaré que leur objectif était une stabilité stratégique constructive, autrement dit, éviter la guerre. Et comme je l'ai dit, chacun y a trouvé son compte. Donald Trump a eu droit à beaucoup de mise en scène, ce qui a fait du bien à son ego. Et puis ça a aussi détourné l'attention du public des dossiers Epstein et de la guerre avec l'Iran, de ce qu'on appelle le cessez-le-feu, qui n'en est pas vraiment un entre l'Iran et, disons, je l'appelle un cessez-le-feu à la manière israélienne, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un cessez-le-feu. Un camp cesse le feu, l'autre continue de tirer. Et de toute façon, il en a tiré quelque chose. Il a clairement beaucoup de respect pour le pouvoir, et Xi Jinping est un homme puissant. Les deux se sont parlé et ils sont tombés d'accord pour essayer d'éviter que leurs deux pays ne se retrouvent dans une situation compliquée. Donald Trump a abordé Xi Jinping comme un égal, pas comme un subordonné, ce qui est très différent de la façon dont il traite les alliés des États-Unis. Il y a eu plusieurs discussions sur les accords commerciaux, la vente d'avions, de soja et d'autres produits. Et bien sûr, sur la guerre au Moyen-Orient, ils étaient d'accord. La Chine a toujours affirmé qu'elle est la première puissance commerciale mondiale. Elle veut que le détroit d'Ormuz reste ouvert à la navigation libre et elle ne veut pas que l'Iran possède une arme. C'est une position contre la prolifération. Rien de nouveau là-dedans. Les deux parties étaient d'accord sur ce principe, mais elles ne se sont pas mises d'accord sur ce qu'il fallait faire, ni sur la manière d'y parvenir. Xi Jinping aurait dit que, s'il pouvait être utile, il le serait. Mais je pense que ce qu'il voulait dire par là, ce n'était certainement pas une action militaire, plutôt de la diplomatie. Du côté chinois, Xi Jinping en a profité pour avertir Donald Trump à propos de Taïwan, de façon très directe, à la fois en public et en privé, pour lui rappeler que c'est une bombe à retardement. C'est un problème qui n'a toujours pas été résolu. Donald Trump apparemment n'a rien répondu à ce sujet. Il y a une vente d'armes imminente à Taïwan, une très grosse d'environ 14 milliards de dollars. Il a simplement dit qu'il déciderait de ce qu'il voulait en faire. Je pense que Xi Jinping a sans doute été satisfait du désir de Donald Trump de le rencontrer et de le traiter comme un égal. C'est bon pour le prestige chinois. Xi Jinping a pu jouer le rôle d'homme d'État. Sa perception de Donald Trump a été bienveillante. Ses déclarations étaient pleines de mots sur la paix, la stabilité, le dialogue et d'autres choses positives. Donc à mon avis, rien de négatif ne s'est produit, et c'est une bonne chose. Quelque chose de mauvais aurait pu arriver. Mais au final, il n'en est rien sorti de très concret. On va maintenant voir si ces soi-disant accords commerciaux dont on a parlé vont vraiment se réaliser. Vous savez, c'est une chose de dire « d'accord, je suis prêt à acheter 200 Boeing 737 » et c'en est une autre de négocier avec Boeing les conditions d'une telle vente.
C'est une chose de dire « je vais acheter plus de soja » et une autre de vraiment le faire, surtout quand on a déjà un surplus de soja en stock et qu'on peut en obtenir autant qu'on veut du Brésil, d'Argentine ou d'ailleurs. Donc je dirais qu'on peut considérer ça comme satisfaisant. Pas un grand succès, mais pas un échec non plus. C'est déjà bien que les deux parties se parlent. C'était la première visite présidentielle à Pékin depuis 9 ans. Apparemment, Xi Jinping se rendra à Washington à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre. Le 24 septembre, il doit être à la Maison-Blanche. Je suppose qu'il y sera. C'est, je crois, le jour où l'Assemblée générale s'ouvre. Il ira donc sans doute ensuite à New York pour s'adresser à l'Assemblée. D'autres rencontres sont prévues, notamment la réunion de l'APEC qui doit se tenir en Chine. Il y a un sommet du G20 prévu aux États-Unis. Donc il y aura plein d'occasions pour les dirigeants de se rencontrer, mais je ne pense pas qu'ils vont résoudre quoi que ce soit. Du côté américain, il y a encore beaucoup de gens assez paranoïaques à propos de la Chine, sans raison vraiment valable. Et du côté chinois, on reste concentré sur ses propres intérêts, sans vouloir faire de sacrifices pour le bénéfice des États-Unis. La guerre en Asie de l'Ouest continue, même si plus personne ne veut qu'elle continue. Donald Trump n'en veut plus. Il veut en sortir. L'Iran, lui, aimerait atteindre ses objectifs plutôt que de les voir suspendus dans le vide. Mais ces objectifs n'ont pas vraiment été atteints. Du coup, on se retrouve toujours avec une sorte de cessez-le-feu à l'israélienne, où en réalité, aucun des deux camps n'a vraiment cessé le feu. Monsieur l'ambassadeur, je pense que vous êtes l'une des personnes les plus importantes pour parler de la Chine, surtout quand on parle de notre hémisphère, du monde occidental. Parce qu'on n'a pas beaucoup de gens qui défendent l'idée que pour la Chine, ce qui compte le plus en ce moment, c'est l'économie, le commerce, l'argent. Tout tourne autour de l'argent, rien d'autre. Ils n'auraient pas de grande stratégie, pas vraiment de vision géopolitique. Tout serait une question de commerce, une question d'argent. Est-ce vraiment le cas pour la Chine? Non, je pense que les Chinois savent très bien ce qu'ils veulent et qu'ils ont une stratégie claire pour y parvenir. Mais notre problème, c'est qu'on fait du miroir. On se regarde, on voit notre propre reflet et on projette cette image sur la Chine. On s'imagine alors que la Chine veut remplacer les États-Unis comme puissance dominante mondiale. Et moi, je ne le crois pas. Je pense que ce qu'ils veulent, c'est qu'on les laisse tranquilles pour qu'ils puissent retrouver leur richesse et leur puissance. Ils veulent du respect sur la scène internationale. Ils ne parcourent pas le monde comme le font les États-Unis, en disant « Vous ne pouvez pas avoir de bonnes relations avec nous, à moins d'adopter nos principes idéologiques et de faire ceci, cela et le reste. » They react to those. That is bound up with the Chinese concept of face, which is face is mianzi in Chinese. It means the self-respect you get from the respect of people whom you respect. So it is a self-esteem that's based on the opinion of others and their behavior toward you. And the Chinese very much want that. Why? They had a century of what they call humiliation. It was humiliating. They went in 1820 from a third of the global economy to 4% of the global economy in 1945. They're back now almost at a third in terms of purchasing power, if not exchange rates. They were not respected. I just gave a talk at Brown. Je viens de donner une conférence à Brown sur la politique de la porte ouverte que les États-Unis ont adoptée entre 1899 et 1902. C'était John Hay, le secrétaire d'État américain de l'époque, qui disait en gros « Les États-Unis veulent que la Chine soit unifiée
respectée, modernisée, qu'elle progresse, parce que si elle le fait, on peut en tirer profit. Si elle avance, c'est bon pour nous. Eh bien aujourd'hui, notre politique, c'est exactement l'inverse. On ne veut pas que la Chine soit unifiée. On veut que la division issue de la guerre civile entre Taïwan et le continent continue. On ne veut pas que la Chine devienne riche et puissante parce que ça menace notre propre position. Et on projette toutes sortes de choses sur la Chine. Par exemple, on suppose souvent qu'ils veulent ce que les Allemands appelaient le Lebensraum, c'est-à-dire plus d'espace pour leur population, en conquérant les territoires voisins. Mais ce n'est pas le cas. La seule chose qu'ils veulent, c'est que leur pays retrouve ses frontières historiques, celles d'avant la fin de la guerre civile chinoise, et qu'il y ait une forme de relation convenue entre Taipei et Pékin. Je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur leurs véritables intentions. En réalité, ils ne se préoccupent pas beaucoup de la façon dont les étrangers se gouvernent eux-mêmes. Ils entretiennent de bonnes relations avec les démocraties, avec les dictatures, avec les régimes militaires, avec les rois, les monarques, les princes, les émirs. Peu leur importe. Ils sont donc très différents de nous. Et je crois que nous faisons une erreur en appliquant aux Chinois des concepts de politique de puissance mondiale issus de la tradition européenne. Ils ne sont pas faciles à gérer. Ils sont différents. Ils ont une longue histoire dont ils sont très fiers. Ils ont accompli énormément de choses, mais ils ne sont pas prédateurs. Et pourtant, on part souvent du principe qu'ils le sont. Je pense que les Chinois s'inquiètent surtout de leur situation intérieure, et ils ont des problèmes. Ils ont connu une bulle immobilière très grave. Ils ont aussi eu de la déflation, c'est-à-dire une baisse générale des prix. D'un certain point de vue, c'est positif, mais pas quand on a des dettes, parce que ça rend ces dettes plus lourdes à supporter. Ils ont effectivement des dettes, mais ce sont des dettes internes, détenues pour l'essentiel à l'intérieur du pays, pas par des étrangers. Et puis, ils font face à des défis politiques. Leur classe moyenne est agitée. Elle veut sans doute plus de liberté qu'elle n'en a aujourd'hui. Et leur appareil sécuritaire peut se montrer assez brutal. Parfois. Ils ont un très grand nombre de minorités, certaines vraiment importantes. Par exemple, on ne pense pas souvent aux Bai, ni aux Zhuang ou aux Dai. Il y a 44 millions de Zhuang en Chine. Ce ne sont pas des Han. Ce sont des gens qui parlent une langue apparentée au Thaï. Donc la Chine est pleine de minorités. Et ça crée forcément beaucoup de tensions. Vous savez, dans l'ouest du pays, le Ningxia est dominé par les musulmans chinois. Ironie du sort, c'est devenu un grand centre de la culture du vin. Mais bon, après tout, Omar Khayyam, lui aussi, devait bien goûter un peu de vin de temps en temps. Le Xinjiang, bien sûr, est turcique. Le Tibet est tibétain. C'est un pays très complexe, héritier d'un empire. Et franchement, je ne pense pas que qui que ce soit aimerait être à la place de Xi Jinping, obligé de gouverner 1,4 milliard de personnes, toutes très centrées sur elles-mêmes. Ce sont de très bons hommes d'affaires, parce qu'ils aiment, comme vous l'avez dit, gagner de l'argent, et ils semblent savoir comment s'y prendre. Je vais conclure en citant ma professeure de thaï, à l'époque où je dirigeais l'ambassade américaine à Bangkok. Je lui avais demandé, quelle est la différence entre les Chinois et les Thaïlandais? Elle a réfléchi 4 secondes, puis elle a dit, « Ah, les Thaïlandais aiment acheter des choses. Les Chinois aiment en vendre. » Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Mais je pense qu'on les interprète mal. Vous savez, je suis d'accord avec John Mearsheimer sur beaucoup de points, mais pas sur celui-là. Je ne crois pas qu'ils comprennent vraiment les différences culturelles et historiques de l'Asie-Pacifique, celles qui distinguent la Chine de ses voisins et de l'expérience européenne.
D'après ce que je comprends de la Chine, elle a, d'une certaine manière, changé depuis le début de la guerre en Ukraine. Il y avait la Chine d'avant la guerre et la Chine d'après. Et aujourd'hui, au Moyen-Orient, c'est un peu la même chose. On voit une attitude différente de la part de la Chine. Elle n'est plus en arrière-plan, elle passe au premier plan. Sa politique étrangère devient, disons, un peu plus complexe à certains égards, mais on sent qu'ils essayent de faire quelque chose avec cette politique étrangère. Avant ces deux conflits, ils ne participaient pas autant. They've become much less passive, I agree. More active. Ils sont devenus beaucoup moins passifs, je suis d'accord, plus actifs. Mais actifs à propos de quoi, exactement? Là encore, toi et moi, on en a déjà parlé brièvement. Les Chinois ont accédé à la richesse et à la puissance dans l'ordre mondial d'après-guerre, un ordre soutenu par les États-Unis. Ils y tiennent. C'est un ordre fondé sur les Nations Unies, le droit international, les règles, la courtoisie, c'est-à-dire la réciprocité dans les relations diplomatiques. Et, au fond, tout cela repose sur la paix de Westphalie, qu'on résume dans les 5 principes de coexistence pacifique que la Chine défend, avec un fort accent sur la souveraineté, la non-ingérence dans les affaires intérieures, le bénéfice mutuel et le respect mutuel. C'est ça qu'ils veulent. Mais ce n'est plus vraiment le monde d'aujourd'hui, parce que les États-Unis, en gros, ont démantelé l'ordre que nous avions créé après la Seconde Guerre mondiale. Et oui, il n'y a plus de railroad. And there are no rules. I see this particularly clearly. Je le vois très clairement dans le cas du détroit d'Ormuz. Le droit de la mer a été en grande partie façonné par la marine britannique et la marine américaine sur une période d'environ 263 ans. En 1763, les Britanniques ont pris le dessus sur la marine française. Ils ont confirmé cette suprématie en 1805, à Trafalgar, lors de la bataille de Trafalgar. Puis, en mars 1943, au tout début du mois, d'ailleurs, c'est le mois de mon anniversaire, il y a eu la bataille de la mer de Bismarck, au nord de l'Australie, dans le Pacifique Sud. C'était la limite la plus éloignée atteinte par la marine japonaise. Et à ce moment-là, la marine japonaise avait surpassé la marine britannique. En somme, le flambeau de la suprématie maritime mondiale est passé de la Grande-Bretagne à la marine des États-Unis. Et depuis longtemps, la marine américaine considère que l'une de ses principales missions est de faire respecter les règles, celles qui sont aujourd'hui intégrées à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Eh bien, ce que dit cette convention et ce que le droit international a toujours dit à propos des détroits, c'est-à-dire ces passages étroits reliant des mers ou des océans plus vastes, c'est que la navigation à travers ces détroits doit être libre et sans entrave. L'Iran vient de changer cela. Et je ne pense pas qu'il reviendra au cadre de règles anglo-américains. En fait, on entend déjà d'autres pays, comme l'Indonésie par exemple, qui a 3 grands détroits, soit à côté d'elle, comme celui de Malacca, soit à travers son territoire, comme Lombok et les autres. Dire qu'ils envisagent de faire payer des droits de passage sur le modèle iranien et de contrôler ces détroits. Et je pense qu'on va en voir d'autres suivre cette voie. L'Iran a créé un précédent qui remet en cause l'hégémonie maritime américaine. Et ça ne va pas durer. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la disparition des règles établies pendant plus de 5 siècles de domination européenne et américaine sur le monde. Ou, si on veut être plus précis, environ 263 ans de domination anglo-américaine sur les océans. Et quelque chose de nouveau est en train d'émerger. Quoi exactement, on ne le sait pas encore. Mais pour l'instant, c'est assez anarchique. Les Chinois, eux, n'aiment pas cette situation. L'un de leurs grands objectifs à propos de la guerre en Ukraine, c'est justement de ne pas reconnaître les annexions russes, ni celles de la Crimée, ni celles du Donbass, c'est-à-dire des 4 oblasts de Louhansk, Donetsk, Zaporizhia et Kherson. Ils n'ont pas reconnu ces changements territoriaux.
Pourquoi? Parce qu'ils ne les considèrent pas comme légitimes. Mais au final, ils les accepteront si les deux parties parviennent à un accord. Now, in the end, they will accept them if both sides come to an agreement. That is, Ukraine and Russia agree that these are not part of Ukraine; they're part of the Russian Federation, or they're independent, or something. The Chinese will accept that. Similarly, in the case of the war in West Asia, they don't accept the American idea that you can attack Iran for no reason, no stated reason. They don't accept that the United States has the right unilaterally to enforce the Non-Proliferation Treaty against Iran. They don't accept that the United States has the right to abandon the framework of the JCPOA after it was approved by the Security Council. They don't accept American sanctions. Ils n'acceptent pas les sanctions américaines parce que la Charte des Nations Unies exige que les sanctions soient approuvées par le Conseil de sécurité. Donc, de leur point de vue, les sanctions américaines contre eux et contre tous les autres sont unilatérales et illégitimes. Et c'est là qu'il y a une grande ironie. Après la Seconde Guerre mondiale, la Chine a connu une révolution, une guerre civile entre le Kuomintang, qui reste aujourd'hui le principal parti d'opposition à Taïwan et qui a dirigé l'île pendant un certain temps, et le Parti communiste. Le Parti communiste a gagné. Et en 1949, la République populaire de Chine a été proclamée. Au tout début des années 50, elle était considérée comme un État hors la loi sur la scène internationale. It was an outlaw internationally. It was not represented in the United Nations. Elle n'était pas représentée aux Nations Unies. Taipei, le gouvernement vaincu de Chiang Kai-shek, continuait à représenter la Chine au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale. Le continent chinois, lui, restait en dehors de ce cadre. Et voilà le paradoxe. À l'époque, ils étaient les adversaires du système onusien. Aujourd'hui, ce sont ses plus fervents défenseurs. Et les États-Unis, dont l'idée même du système de l'ONU est issue, s'y opposent désormais. Les États-Unis se sont retirés, je crois, d'environ 60 organisations internationales et de 32 agences spécialisées de l'ONU, qu'ils ont tout simplement quittées. Nous, les Américains, ne respectons plus l'état de droit au niveau international. La Chine, elle, le fait. La Chine fait en réalité un énorme effort pour utiliser ces institutions internationales, l'ONU et d'autres organisations, afin de promouvoir ses propres intérêts. C'est d'ailleurs ce que les États-Unis ont fait à une autre époque. Si on regarde l'Organisation mondiale de la santé, les États-Unis s'en sont retirés, et la Chine, elle, devient de plus en plus active, et ainsi de suite. Pour revenir à votre question précédente, je pense qu'ils ont une stratégie. Je pense qu'ils ont un objectif. Cet objectif, c'est de restaurer ou de préserver, si possible, l'ordre international d'après la Seconde Guerre mondiale, fondé sur le droit international élaboré par consensus, et de le faire d'une manière qui renforce la souveraineté nationale et la protection contre les opérations de changement de régime et d'autres interventions de ce type. Tout ça est assez ironique, en fait. Et je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment une réponse à la montée en puissance de la Chine sur ce point. Quand elle s'est heurtée à des blocages, comme ça a été le cas, par exemple avec la Banque mondiale, qui est censée être une institution destinée à favoriser le développement des pays les moins avancés, eh bien, cette banque n'a pas été réformée. Elle garde encore le vieux système de droit de vote d'autrefois. Aujourd'hui, la Chine est à bien des égards la plus grande économie du monde. Et pourtant, elle est sous-représentée. Les États-Unis, de leur côté, n'ont pas voté de crédits supplémentaires pour renforcer le financement du développement. Alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, dirigée par la Chine, installée à Pékin et qui compte pratiquement tous les pays du monde comme membres. Une nouvelle institution, pour break to la Banque mondiale.
What do we get? We get the new development bank. Qu'est-ce qu'on obtient? On a la nouvelle banque de développement. The BRICS. Votre pays en est d'ailleurs un membre important. On a les BRICS, on a l'Organisation de coopération de Shanghai. Donc si la Chine n'a pas le droit d'utiliser les institutions existantes parce qu'elles sont dominées par les États-Unis et que les États-Unis sont hostiles à la Chine, eh bien elle trouve d'autres moyens. Elle crée de nouvelles institutions pour faire le travail. Et c'est exactement ce qui se passe. Je terminerai simplement en disant que la Chine a maintenant la capacité de se défendre. Apparemment, le fait que la Chine puisse se défendre est considéré comme une forme d'agression par les États-Unis. Pourquoi? C'est une inversion vraiment étrange. Why? That's a really strange inversion. So China does not have La Chine n'a pas de force navale ni de force aérienne stationnées le long des frontières américaines, ni en Amérique du Sud. En revanche, les États-Unis en ont le long des frontières chinoises. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, c'est la Chine qu'on présente comme une menace. Mais une menace pourquoi exactement? C'est une menace pour l'amour-propre américain, pour son estime de soi, son prestige, sa position dominante. Ce n'est pas une menace pour les États-Unis eux-mêmes. Et il faut reconnaître que Donald Trump semble l'avoir compris. Il a vu que oui, les États-Unis peuvent, dans une certaine mesure, se retirer un peu du monde, mais qu'ils ne peuvent pas se permettre de se couper de la Chine, ni de refuser de coopérer avec elle. Il y a tout simplement trop de problèmes qu'on ne peut pas résoudre, ni même aborder, sans une coopération entre ces deux grandes puissances. without cooperation between these two great countries. And so there he is in China. Of course, Et he donc, doesn't believe le voilà en in Chine. change. Bien sûr, il ne croit pas au changement climatique. Il ne s'intéresse pas à la promotion des énergies vertes. Il veut que les combustibles fossiles restent dominants. Il dirige un pays qui a interdit les véhicules électriques alors qu'il se développe partout ailleurs. Et pourtant, il semble avoir compris qu'il faut travailler avec la Chine si l'on veut résoudre quoi que ce soit, y compris les problèmes avec l'Iran. La Chine devra faire partie de tout accord global qui sera conclu pour prendre en compte à la fois les intérêts iraniens, ceux des pays du Golfe et ceux de la communauté internationale dans son ensemble, en ce qui concerne le Golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Voici ce qu'a déclaré l'ambassadeur de Donald Trump à propos de la conversation entre lui et Xi Jinping au sujet du soutien de la Chine à l'Iran dans cette guerre en cours entre l'Iran et les États-Unis. On vous a posé la question et vous en avez déjà parlé. C'est le soutien de la Chine à l'Iran. Quelle place ce sujet a-t-il occupé dans les discussions aujourd'hui? Nous en avons parlé. Je veux dire, quand vous parlez de soutien, ils ne font pas la guerre à nos côtés, ni rien de ce genre. Non, il a dit qu'il n'allait pas fournir de matériel militaire. C'est une déclaration importante. Il l'a dite aujourd'hui. C'est une déclaration forte, il l'a affirmé avec conviction. Mais en même temps, il a précisé qu'ils achètent beaucoup de leur pétrole là-bas et qu'ils aimeraient continuer à le faire. Je pense qu'on peut dire que l'un des principaux objectifs de Donald Trump avec cette visite, c'était la question de la guerre au Moyen-Orient. Il voulait quelque chose de la Chine. De quoi s'agissait-il? Et comment la Chine peut-elle coopérer face à la situation au Moyen-Orient? Eh bien, je pense que ce qu'il veut, c'est de l'aide pour sortir de cette guerre. Et il a cru que la Chine pourrait l'y aider. Bien sûr, il y a beaucoup de fausses idées sur la relation entre la Chine et l'Iran. L'Iran n'est pas un État client de la Chine. C'est un pays indépendant, avec ses propres positions, et il entretient certains types de partenariats avec la Chine. Ces partenariats n'incluent pas la fourniture d'armes offensives par la Chine à l'Iran. En revanche, ils comprennent la livraison d'équipements et de technologies défensives. La Chine ne veut pas s'impliquer dans cette guerre, ni dans aucune autre.
Donc je ne pense pas, enfin je pense que le président Trump, au moins pour le moment, même s'il a tendance à oublier ce qu'il apprend, a compris que la relation entre la Chine et l'Iran est avant tout guidée par ses propres intérêts. Elle est très pragmatique. La Chine veut le pétrole iranien. Elle veut entretenir de bonnes relations avec l'Iran. La Chine veut aussi entretenir de bonnes relations avec l'Arabie saoudite et les pays du Golfe. Et elle ne veut pas voir l'Iran submergé par une agression illégale des États-Unis. Elle fera tout ce qu'elle peut pour aider l'Iran, sans aller jusqu'à une implication militaire. C'est ce qui la distingue de la Russie. La Russie, elle, n'a aucune limite à la fourniture d'armes à l'Iran. Les Chinois, clairement, se fixent des limites dans ce qu'ils font. Et ce n'est pas surprenant. La Chine n'a pas d'alliés, elle a des partenariats. Regardez le voisin de l'Iran, le Pakistan. Il n'y a pas d'alliance, pas d'engagement de défense de la part de la Chine. Et pourtant, il existe ce qu'on appelle une relation tout-temps. Cela veut dire que la Chine trouve l'existence du Pakistan, son indépendance, sa souveraineté utile. Pourquoi? Parce que cela contrebalance l'Inde, cela équilibre l'Inde. Et la relation est bonne. Le Pakistan est un marché pour les armes chinoises. L'Iran, lui, ne l'est pas. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Au début des années 80, pendant la guerre Iran-Irak et les menaces sur la navigation dans le Golfe Persique, la Chine a bien fourni à l'Iran des missiles de croisière, les fameux missiles Silkworm. Je me souviens à cette époque, j'étais le chargé d'affaires américain, le numéro 2 de l'ambassade à Pékin, et je me rappelle avoir eu de nombreuses discussions avec mes homologues chinois pour protester contre la livraison de ces armes à l'Iran. Je suis retourné à Pékin en 1986, quand mon plus jeune fils y apprenait le chinois. J'étais alors responsable du dossier africain. Je consultais les Chinois sur les questions d'Afrique, tout en profitant de l'occasion pour voir mon fils. L'homme que je passais beaucoup de temps à critiquer, à manifester contre, à cause de la fourniture de missiles Silkworm, eh bien, il s'est bien moqué de moi à cause de l'affaire Iran-Contra. Il m'a dit, « Tu nous as accusés de faire ça, mais vous avez fait pire. » Et là, franchement, je n'avais pas grand-chose à répondre. Mais bon, je dirais simplement que la relation entre la Chine et l'Iran remonte à l'époque du Shah. Elle n'a pas changé quand le Shah a été renversé. Les Chinois, eux, ne se préoccupent pas vraiment de la façon dont les étrangers choisissent de se gouverner. J'ai eu un certain rôle dans le démarrage de la relation entre la Chine et l'Iran. Pourquoi? Parce que nous avions une préoccupation commune, l'expansionnisme soviétique. L'Iran partageait cette inquiétude. L'ennemi traditionnel de l'Iran, c'était les Russes. J'ai donc aidé les Chinois à entrer en contact avec les Iraniens, et ça a conduit à une relation entre eux. Et bien sûr, comme je l'ai dit, cette relation a perduré. Les États-Unis, eux, ont perdu leur lien avec l'Iran en 1979-1980. Les stations d'écoute, les postes d'espionnage qui se trouvaient en Iran pour surveiller l'Union soviétique ont alors été déplacés en Chine. Les Chinois ont aidé parce que nous avions une préoccupation commune. La Chine aidera s'il y a une menace contre des intérêts qu'elle partage avec l'Iran. Dans ce cas, ils coopéreront. Mais il y a des limites. Ce n'est pas une alliance. Ce n'est pas non plus une relation de dépendance. Et je trouve ça assez étrange parce que les États-Unis entretiennent avec Israël une relation du même type qu'ils reprochent à la Chine d'avoir avec l'Iran. Or, la relation entre la Chine et l'Iran n'a rien à voir avec celle entre les États-Unis et Israël. Monsieur l'ambassadeur, pensez-vous que le fait que le ministre iranien des Affaires étrangères
se rende en Chine, puis que Donald Trump et Vladimir Poutine y aillent aussi, soit significatif. Oui, il doit s'y rendre mercredi prochain. On sait que la Chine, l'Iran et la Russie ont quelque chose en commun face à la pression qu'ils subissent de la part de Washington. Oui, et comme vous l'avez mentionné, c'est aussi le cas pour Taïwan. Yeah, I mean, it's, C'est normal, vous savez. you know, if you Quand on met tout le monde dans le même sac, on finit par inventer un concept comme l'axe du mal. Ça n'existe pas, mais on l'attribue aux autres. Et si on traite tout le monde comme des ennemis, eh bien on finit par en avoir, des ennemis. On a donc poussé ces trois pays à se rapprocher, et la Corée du Nord aussi, n'oubliez pas ça. L'Iran et la Corée du Nord ont d'ailleurs une relation qui remonte à un certain temps. Je crois que je vous ai déjà raconté, il y a des années, l'histoire de cette équipe iranienne d'assassins venus à Pékin depuis Pyongyang. Mon homologue à l'ambassade d'Iran m'a appelé pour me souhaiter un joyeux Noël, et il m'a dit que je n'avais rien à craindre personnellement. Il n'a pas dit que mon ambassadeur, lui, serait en sécurité. You didn't say my ambassador would be safe. And this relationship between North Korea and Iran goes on. Et cette relation entre la Corée du Nord et l'Iran continue. Derives from North Korea. Une grande partie de la technologie iranienne des missiles vient de la Corée du Nord. Donc ces liens ne sont pas entièrement nouveaux, mais ils se sont beaucoup renforcés, comme vous le disiez, par leur résistance commune à ce qu'ils considèrent comme la domination américaine. Je veux faire un point essentiel ici. Qu'est-ce qu'une puissance mondiale? Une puissance mondiale, c'est un pays dont les intérêts doivent être pris en compte partout dans le monde. La Chine n'est pas une puissance mondiale, pas au même sens que les États-Unis. Elle n'a pas 800 bases militaires à l'étranger. Elle ne mène pas de guerre à l'extérieur. Et elle ne menace pas d'annexer le Canada, le Groenland ou le canal de Panama. The annexation of Canada or Greenland or the Panama Canal. But it is a world power. Mais c'est une puissance mondiale. Donc si vous êtes argentin et que vous voulez parler des îles Malouines ou des Falkland Islands, comme on les appelle en anglais, vous devez tenir compte de la Chine. Si vous êtes sud-africain, il faut aussi prendre la Chine en compte dans vos politiques, qu'elles soient politiques, économiques ou militaires. Si vous êtes brésilien, c'est la même chose. Aujourd'hui, la Chine est une puissance mondiale. Ce n'est pas une puissance particulièrement forte, mais elle en est une. Alors pourquoi, demandez-vous, tous ces dirigeants se rendent-ils à Pékin? C'est parce qu'ils ont des intérêts que la Chine influence et dont ils veulent s'occuper. Et c'est particulièrement vrai pour l'Iran et la Russie, parce que ces deux pays sont engagés dans des guerres avec les États-Unis. Both are involved in wars with the United States. And the United States has started a process. Les États-Unis ont lancé une guerre par procuration en Ukraine. Jusqu'à récemment, avant de la confier aux Européens, ils y étaient très activement impliqués. Ils le sont encore, je pense, mais plutôt dans un cadre de renseignement que militaire. Et bien sûr, les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran de manière totalement délibérée. Nous sommes donc engagés dans une guerre. Cette guerre n'est pas terminée, il n'y a pas de véritable cessez-le-feu, pas de convergence des esprits, pas de compréhension mutuelle. Il n'y a pas non plus de négociation digne de ce nom. Et là, je dirais, pour revenir à un point qu'on a déjà abordé, que les États-Unis se sont montrés particulièrement maladroits sur le plan diplomatique. Particularly inept diplomatically. We have, there are 92 countries. Vous savez, il y a, 192 pays dans le monde, quelque chose comme ça. Je crois que nous avons 182 ambassades. Et sur ce nombre, 115 n'ont pas d'ambassadeur. Autrement dit, les États-Unis ne prennent pas la diplomatie au sérieux. Les discussions à Pékin ou avec l'Iran n'ont inclus aucun diplomate professionnel. Aucun. À Pékin, on a vu l'ambassadeur américain, un nommé politique, un ancien sénateur, et Witkoff et Kushner, quoi qu'on dise d'eux, ne sont pas des diplomates compétents. Je l'ai montré à plusieurs reprises. La vice-présidente non plus n'est pas une diplomate expérimentée. Donc vous voyez, quelqu'un comme Aragchi, Lavrov ou Wang Yi n'a pas d'équivalent américain. Marco Rubio n'est pas un diplomate chevronné.
Monsieur l'ambassadeur, quand on parle du Moyen-Orient, on voit que les pays du Golfe, d'une certaine manière, essaient de faire des efforts. Aujourd'hui, je discutais avec Larry Johnson et Carl Wilkerson. Larry a dit quelque chose d'intéressant. Il semble que la Chine et la Russie, en coulisses, essaient de rapprocher les pays du Golfe Persique, l'Iran d'un côté, et l'Arabie saoudite et le Qatar de l'autre. Est-ce bien le cas? Quelle est votre compréhension de la situation? Qu'en pensez-vous? Well, there's circumstantial evidence that Eh bien, il y a des indices concordants qui montrent que le Koweït, l'Arabie saoudite et le Qatar discutent discrètement avec Téhéran d'un ordre d'après-guerre. Je dis bien des indices parce que la preuve la plus forte, c'est leur décision d'interdire l'usage des bases aériennes américaines sur leur territoire, ou même le survol. En d'autres termes, ils font ce que l'Iran exige depuis longtemps, éliminer la présence militaire américaine de leur pays. Donc, je pense qu'il se passe quelque chose de ce côté-là. Mais au-delà de ça, l'Iran, la Chine et la Russie ont chacun, séparément, proposé une architecture de sécurité commune, une sorte d'accord de coopération sécuritaire dans le Golfe Persique, où la partie arabe du Golfe collaborerait avec l'Iran et où il n'y aurait plus de présence militaire étrangère, y compris celle de la Chine et de la Russie. including Chinese and Russia. Turkey is also part of this in a sense. Donc, la Turquie fait aussi partie de tout ça, d'une certaine manière. Et pourtant, c'est tout à fait vrai qu'ils veulent instaurer un nouvel ordre dans le Golfe Persique. Un ordre fondé sur les puissances locales, en particulier, comme vous le dites, l'Arabie saoudite et l'Iran. Les Émirats arabes unis, eux, font un peu figure d'exception pour le moment, parce qu'ils sont dans une logique de revanche. Ils ont renforcé leur alliance avec Israël. On a appris récemment, même si Abu Dhabi l'a nié bien sûr, mais Tel Aviv l'a confirmé, que Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, s'est rendu aux Émirats pendant la guerre. Et on sait que le dôme de fer, ce système de défense contre les missiles ou les drones à courte portée, israélien mais en réalité financé par les États-Unis, eh bien, quand j'étais au ministère de la Défense, c'est moi qui approuvais les paiements pour ce programme. C'est nous qui l'avons financé. Bref, Israël dispose de ce système qu'il a aussi installé aux Émirats arabes unis. Il n'a pas vraiment fait ses preuves, mais c'est un autre sujet. Les Émirats restent très engagés dans les accords d'Abraham liés à Israël et aux États-Unis. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'Iran les attaque, parce qu'ils ont participé activement à l'agression contre l'Iran. Et il y a même des indices laissant penser que ce seraient les Émirats, et non pas les États-Unis ou Israël, qui auraient attaqué les champs gaziers iraniens, les installations de gaz. Enfin, on n'en est pas sûr. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ignore, même si on commence peu à peu à en apprendre davantage. Le département de la Défense, qu'on appelle maintenant le département de la guerre aux États-Unis, a convaincu les sociétés d'imagerie satellite de ne pas photographier la région, ni les dégâts des combats dans les États arabes du Golfe et en Israël. Mais les entreprises chinoises ont accepté de fournir ces photos, ainsi que leur interprétation. Certains y voient une forme de soutien à l'Iran, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Elles ne prennent parti pour personne, car on peut acheter les mêmes images auprès de ces sociétés sur n'importe quel autre sujet. On pourrait très bien acheter des photos de l'Iran, par exemple. La Chine est un État neutre dans ce conflit. Ce n'est pas un belligérant. En tant qu'État neutre et non belligérant, elle commerce avec toutes les parties. Elle fournit des armes aux pays arabes du Golfe. Apparemment, elle ne le fait pas pour l'Iran, mais elle a un intérêt dans la vente d'armes, tout comme dans le commerce civil, avec tous les pays du Golfe Persique, avec Israël aussi, avec qui elle entretient une relation technologique depuis 45 ans ou plus.
En fait, après avoir nié, parce que, comme vous l'avez rappelé, les Émirats arabes unis ont nié cette visite secrète de Benjamin Netanyahou, eh bien, Benjamin Netanyahou et les Israéliens ont insisté. Ils ont dit que non seulement Benjamin Netanyahou, mais aussi le chef du Mossad, le chef du renseignement yéménite, ainsi que le chef d'état-major de l'armée israélienne, étaient tous. Yeah, they're all there, and I think this is Ils sont tous là. for the UAE. This is an unpleasant. Et vous savez, je pense que pour les Émirats arabes unis, c'est une révélation plutôt désagréable peut-être. Mais quiconque a déjà traité avec les Israéliens sait qu'ils ont tendance à mal garder les secrets, surtout quand ces secrets peuvent renforcer leur prestige. Ce sont des politiciens en compétition les uns avec les autres, et ils aiment montrer à quel point ils sont influents à l'étranger, combien de relations ils ont, et ainsi de suite. Je me souviens d'une discussion avec un haut responsable saoudien à l'époque où j'étais ambassadeur. A very senior Saudi when I was ambassador, there were efforts being À l'époque déjà, on essayait de construire une relation entre l'Arabie saoudite et Israël. even then. C'était il y a 50 ans, non, pas 50, 40 ans. Et il m'a dit, tu sais pourquoi on ne peut pas faire ça? Parce qu'ils savent pas tenir leur langue. On fait quelque chose avec eux qui doit rester confidentiel et ils le racontent à la presse. Alors comment veux-tu travailler avec des gens comme ça? Eh bien, les Émirats arabes unis viennent tout juste de découvrir le côté indiscret des politiciens israéliens. Toutes ces visites, qui n'étaient jamais censées être rendues publiques, le sont maintenant. Never were meant to be publicized have now been publicized. Donald Trump a parlé du programme nucléaire iranien. Comme vous le savez, ils ont annoncé que, d'après le communiqué de la Maison-Blanche, aucun de ces deux pays ne souhaite que l'Iran possède la bombe nucléaire. Après tout, on sait bien que l'objectif principal de ces discussions, avant que tout cela n'arrive, c'était de négocier avec les États-Unis au sujet du programme nucléaire iranien. Mais voici ce que Donald Trump a dit à propos de la conversation qu'il a eue avec Xi Jinping. You got it? Bon, nous y voilà. Ne perdez pas la tête. Vous n'avez pas besoin qu'ils aient l'arme nucléaire non plus. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il ne va pas réagir beaucoup. C'est un type plutôt calme. Il ne va pas dire « Ah oui, c'est un bon point, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ?» Excellent point. Tu penses qu'il était d'accord? Oui, je crois que c'est l'impression que ça donnait. Je ne pense pas qu'il veuille qu'il le fasse. Non, il aimerait que ça se termine. Yeah, I think that's true. And let us Oui, remember c'est vrai. China voted Et rappelons que la Chine a voté en faveur du JCPOA au Conseil de sécurité. La Chine soutient le traité de non-prolifération. Elle ne veut pas de prolifération nucléaire. Elle est d'ailleurs très mécontente du fait que la Corée du Nord possède l'arme nucléaire. nuclear weapons. Autrefois, la politique chinoise était différente, et cela a aidé le Pakistan à se doter de l'arme nucléaire. It's different. Mais la Chine en est arrivée à la conclusion que la prolifération nucléaire n'est pas dans son intérêt. Elle comprend très bien les conséquences qu'aurait une Iran dotée de l'arme nucléaire. L'Égypte, l'Arabie saoudite et la Turquie chercheraient à leur tour à se nucléariser, peut-être même l'Irak. Turkey will also go nuclear. Et à ce moment-là, il y aurait forcément des pressions. And it will then, there will be pressure. Taiwan twice tried to make nuclear weapons. Taïwan a essayé 2 fois de se doter de l'arme nucléaire. South Korea Il y aura sans doute des pressions pour qu'elle recommence. might. La Corée du Sud, elle, China has a irait certainement vers le nucléaire. I should Le Japon, peut-être aussi. Donc la Chine a un vrai intérêt, je dirais, comme tout le monde, mais sans doute plus que la plupart, à ce que l'Iran ne devienne pas une puissance nucléaire. Malheureusement, comme on en a déjà parlé, je pense que l'un des principaux effets de cette attaque contre l'Iran a été de réduire à néant les arguments de ceux en Iran qui s'opposaient à l'arme nucléaire. opposed to nuclear. Aujourd'hui,
l'Iran ira presque certainement vers le nucléaire, si ce n'est pas déjà fait. Il est même possible qu'il l'ait déjà fait, qu'il ait construit une ogive quelque part sous terre avec l'uranium enrichi dont il dispose. Il s'est écoulé assez de temps maintenant. Et comme beaucoup l'ont déjà souligné, on peut détruire les installations physiques qui permettent de fabriquer des armes nucléaires, mais on ne peut pas détruire les cerveaux humains qui conçoivent ces équipements et savent comment fabriquer une bombe. Et construire une bombe, c'est pas si compliqué que ça. Il y a des années, dans le cadre de mon travail au département d'État, on m'a envoyé au Nouveau-Mexique pour apprendre à fabriquer une bombe. J'ai suivi une formation de 2 semaines sur la construction d'une arme nucléaire. Pourquoi? Parce que l'idée, c'était que pour pouvoir repérer ceux qui essayent d'en fabriquer une, il fallait d'abord comprendre exactement ce que cela exige. En d'autres termes, c'était une façon de me donner, à moi et à d'autres, la possibilité de détecter des violations des accords de non-prolifération. C'est tout à fait logique. Mais construire une arme nucléaire, ce n'est pas si compliqué. D'ailleurs, l'une des bombes que les États-Unis ont larguées sur le Japon en 1945 n'avait jamais été testée. C'était une pure prouesse d'ingénierie. Donc, on n'a pas besoin de faire des essais pour avoir une bombe. Bien sûr, les essais permettent d'améliorer le rendement et d'apprendre beaucoup de choses utiles pour perfectionner les armes, mais ils ne sont pas indispensables. À mon avis, l'Iran a peut-être déjà une bombe. Et si ce n'est pas le cas, il en aura une. Et personne ne devrait s'en réjouir, parce que cela veut dire que le bouchon a sauté, que le génie est sorti de la bouteille. Because it means the genie is out of the cork is out of the bottle, the genie is loose. Yeah. Ambassador, the history between Iran and the United Oui. States is a L'histoire entre l'Iran et les États-Unis est assez compliquée. Et beaucoup de gens, comme vous l'avez dit, en Iran se demandent, si Israël décide de nous attaquer dans 6 mois, dans 2 mois, dans 5 mois, dans 1 an ou dans 2 ans, qu'est-ce qu'on fera contre Israël s'il nous attaque avec des bombes nucléaires? Ce sont de vraies discussions en ce moment en Iran. Dans les plus hauts niveaux, les gens parlent de tout ça. C'est exact. That's right. Well, that is why Iran has demanded credible. C'est justement pour ça que l'Iran a exigé des garanties crédibles contre toute nouvelle attaque. Je dirais même que l'Iran a déjà obtenu en pratique des garanties contre une reprise des attaques américaines, parce que la relation entre Israël et les États-Unis est devenue tellement tendue que je ne pense pas qu'aucun futur président américain suivra Donald Trump dans une attaque contre l'Iran aux côtés d'Israël. Donc Israël se retrouvera seul. Mais ça, c'est en réalité très dangereux, parce qu'Israël possède l'arme nucléaire. Les discussions en Iran sont donc tout à fait compréhensibles. Et c'est précisément pour cette raison que je prédis que l'Iran deviendra une puissance nucléaire. La réticence à franchir ce pas a été surmontée. L'ayatollah Ali Khamenei, qui était le principal opposant à cette idée, l'auteur de la fatwa contre l'arme nucléaire, est mort. Ses successeurs, son fils et d'autres, ne partagent pas son opposition aux armes de destruction massive. Voici ce qu'a déclaré l'ambassadeur et sénateur Tim Kaine à propos de la situation entre l'Iran et les États-Unis, ainsi que de l'histoire entre les deux pays. L'histoire n'a pas commencé en 1979. L'Iran et les États-Unis étaient alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. L'un des événements clés de cette guerre, c'était la conférence de Téhéran, où le président Roosevelt, Winston Churchill et Joseph Staline se sont rencontrés à Téhéran pour garantir l'indépendance, la stabilité des frontières et la souveraineté de l'Iran. À cette époque, l'Iran aimait les États-Unis. Mais en 1953, sous l'administration Eisenhower, les États-Unis ont mené un coup d'État pour renverser le gouvernement iranien démocratiquement élu. Ils ont ensuite soutenu une dictature, celle du Shah d'Iran, et formé la police secrète, la SAVAK, qui a torturé, exilé,
emprisonné et tué des milliers d'Iraniens. imprisoned, killed Iranians by the thousands. And 26 years after that, there was a revolution. Et 26 ans plus tard, il y a eu une révolution, en 1979. Et oui, à ce moment-là, c'était mort à l'Amérique. Le financement par les États-Unis d'une dictature et le renversement d'un gouvernement démocratiquement élu ont conduit à un Iran devenu très hostile. Tous les événements dont mes collègues ont parlé depuis sont exacts. Mais tout comme l'Iran a saisi notre ambassade en violation du droit international, les États-Unis ont ensuite financé Saddam Hussein pour que l'Irak fasse la guerre à l'Iran dans les années 80, causant la mort de centaines de milliers d'Iraniens. Et tout comme l'Iran a financé des groupes armés qui ont bombardé une caserne de marine et notre ambassade à Beyrouth, la marine américaine a abattu en 1988 un avion civil iranien, tuant 290 passagers. In 1989, killing 290 civilians. And the U.S. invaded Iran's next-door neighbors to Les États-Unis ont envahi les pays voisins de l'Iran pour renverser leur gouvernement. Et ensuite, oui, les Iraniens ont attaqué des troupes américaines déployées près de leurs frontières et nous avons, nous aussi, attaqué et tué certains de leurs dirigeants. Je ne dis pas que l'Iran est un pays bien. L'Iran est horrible. Horrible avec ses voisins, horrible avec les gens à l'extérieur de ses frontières et encore pire avec son propre peuple. Mais si on ignore l'histoire des allers-retours entre les États-Unis et l'Iran, on ne comprendra rien à cette situation. Si plus de guerre entre les États-Unis et l'Iran était la solution, on l'aurait trouvé quelque part entre 1953 et aujourd'hui. Voilà ce que je pense. Here's something I Yeah. Well, he's right about the history. I would. Eh bien, il a raison sur l'histoire. J'ajouterais simplement que de façon assez étrange, malgré l'opposition de la République islamique aux États-Unis, les Iraniens ordinaires sont restés étonnamment pro-américains jusqu'à récemment. Je ne pense pas qu'ils le soient encore, maintenant que les États-Unis en ont tué beaucoup, détruit leurs maisons, assassiné leurs dirigeants, et qu'ils ont montré aucun respect pour eux, ni comme peuple, ni comme nation. Mais le sénateur Kaine a dans l'ensemble raison sur les faits historiques. But Senator Kaine basically has the history right. Do you think, Ambassador, before wrapping up, Pensez-vous, Monsieur l'ambassadeur, avant de conclure, pensez-vous que, parce qu'en ce moment, on connaît ces gens, ces néoconservateurs, qui dirigent en grande partie la politique étrangère des États-Unis. Robert Kagan a écrit un article dans The Atlantic où il dit que la seule solution, on sait qui il est, c'est le mari de Victoria Nuland, l'architecte du conflit en Ukraine. Eh bien, il affirme que la seule solution pour Donald Trump, c'est de se retirer, de quitter la scène, de quitter la région. Et d'autres, au contraire, soutiennent qu'il faut rester dans la région, qu'il faut envoyer des armes au peuple iranien pour renverser ce qu'ils appellent le régime en Iran. to overthrow the so-called regime in Iran? And what is the solution for Donald Trump? Et quelle est la solution pour Donald Trump? Il parle de, je cite, « faire un peu de ménage ». Ça veut dire qu'il envisage d'attaquer à nouveau l'Iran. Et du côté iranien, il y a une certaine compréhension de ça. Il y a 2 jours, j'écoutais un commandant iranien qui s'adressait à une grande assemblée. Il disait « Nous savons que les États-Unis vont attaquer. La seule question pour nous, c'est de savoir comment. Est-ce qu'ils vont frapper directement l'Iran? Pourquoi commencer par un assassinat? Est-ce qu'ils vont lancer une invasion de ces îles proches du détroit d'Ormuz? Ou bien est-ce que ce sera autre chose? En fait, les 2 camps sont en train, d'une certaine manière, de s'évaluer à nouveau l'un l'autre. Somehow assessing or reassessing each other. Well, I've not been an admirer of Robert Kagan. Eh bien, je n'ai jamais été un admirateur de Robert Kagan, mais je pense qu'il fait preuve d'un grand réalisme. Il a livré une analyse remarquablement claire, franche et honnête de ce qui s'est passé. Et il a raison. La seule réponse, c'est de reconnaître la défaite. Je pense aussi que les conséquences d'une défaite sont aujourd'hui bien plus graves, comme il le souligne, qu'elles ne l'étaient auparavant.
Par exemple, les États-Unis ont été vaincus au Vietnam, mais cela n'a pas vraiment changé leur position dans le monde. Parce qu'entre les États-Unis et l'Union soviétique, la plupart des gens choisissaient les États-Unis. Et nos alliés, même s'ils ont été ébranlés par cette défaite, n'avaient pas été enthousiastes à propos de cette guerre, ni vraiment impliqués. C'est la même chose aujourd'hui, bien sûr. Ils ne participent pas à notre guerre contre l'Iran. The same is true, of course, now they're not part of our war with Iran. But the fact is that we have no rival international. Mais le fait est que nous n'avons pas de rival sur la scène internationale. Et si nous sommes vaincus, il n'y aura pas la même pression pour se rallier derrière nous qu'il y en avait pendant la guerre froide, vous savez, avec l'Union soviétique. À l'époque, les gens n'aimaient pas voir l'invasion et l'occupation de l'Afghanistan. Ils n'aimaient pas non plus voir la mise en place de régimes satellites soviétiques en Afrique, et ainsi de suite. Tout ça, ça n'arrivera plus maintenant. Alors cette défaite, et oui, c'en est une, la seule vraie question, c'est comment en limiter l'ampleur. Et j'ai dit dès le départ qu'au fond, il n'y a pas d'autre issue que la diplomatie. Et la diplomatie, ça veut aussi dire être réaliste et savoir reconnaître quand on n'a plus d'options militaires. Nu inte nation i Taiping. Alors à Téhéran, ils peuvent se demander, vous savez, si les États-Unis vont envahir, assassiner des gens ou quelque chose comme ça. Rien de tout ça ne servirait à rien. Et je pense que l'armée américaine le comprend très bien. Mais est-ce que Donald Trump le comprend, lui? Je pense qu'il le fait maintenant. Mais il ne sait pas quoi faire. Et je ne pense pas que la Chine soit la solution pour lui. Il n'est pas en position de faire appel à qui que ce soit d'autre. Pendant ce temps, les États clients américains parmi les pays arabes du Golfe, comme je l'ai dit, surtout l'Arabie saoudite, le Koweït et le Qatar, essayent tous de trouver leur propre voie pour sortir de ce chaos. Et, inévitablement, cela va passer par une réduction de leurs relations militaires avec les États-Unis. Il y aura une forme de négociation. Je ne sais pas quel en sera le résultat, mais je ne crois pas que la présence militaire américaine continue, qui, après tout, est quelque chose de nouveau, puisque nous n'avions jamais eu de présence militaire dans le Golfe Persique avant notre invasion de l'Irak lors de la première guerre du Golfe, quand nous avions promis de partir, et que pour toutes sortes de raisons, nous ne sommes pas partis. Nous sommes restés, et une partie des conséquences de notre présence, ça a été l'attentat du 11 septembre contre les États-Unis, mené par des gens qui ne voulaient pas de nous là-bas, et aussi à cause de notre soutien à Israël, plutôt qu'aux causes islamiques ou arabes. Donc Kagan a un point. Vous savez, il est contredit par des gens comme John Bolton, qui disent « Non, il faut redoubler d'efforts, faire plus militairement ». Mais je ne pense pas qu'un analyste militaire sérieux, je doute fort que Larry Wilkerson ou Larry Johnson, croient qu'une escalade militaire servirait à quelque chose. Ça ne ferait qu'amener l'Iran à tirer davantage de missiles sur ses ennemis régionaux, surtout Israël, et les Émirats arabes unis, liés à Israël, et maintenant clairement associés à Israël. Donc oui, Kagan se révèle être un réaliste, plus réaliste que je ne l'aurais imaginé. Oui. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, d'être avec nous aujourd'hui. C'est comme toujours un vrai plaisir. C'est toujours un plaisir de parler avec toi, Nima. Continue ton excellent travail. Good work.